correspond en heures travaillées à une infirmière sur 5 manquante au sein des différents corps de travail là, dans l'organisation. Donc, évidemment, quand on connaît ces chiffres-là, on comprend toute la pression qui est vécue au sein des équipes. Puis malheureusement, dans les dernières semaines, on voit vraiment qu'on atteint des points de rupture où là, on se pose des questions. Comment on va faire la semaine prochaine? Comment on va faire demain pour ouvrir certains services essentiels? Puis la détermination des services essentiels comme tels, je laisserai ma collègue Dr Léger pouvoir vous les présenter tout à l'heure. On devait donc, pour s'assurer de maintenir nos services à la population, mais surtout ne jamais tomber en rupture des services que tout le monde reconnaît comme étant essentiels et ce, partout sur notre territoire, faire une réorganisation. La réorganisation qu'on initie actuellement, oui, nous a entraînés à faire quelques choix déchirants. On va vous les présenter aussi plus tard sur la façon dont on organise certains services, soit dans la modalité d'accès ou donc le lieu, ou soit dans la façon là, directement au niveau du professionnel qui rend le service. Par contre, notre premier souci a toujours été d'avoir le moindre impact sur la population et de maintenir en tout temps des services de qualité et sécuritaires à la population. Et ce n'est pas un compromis pour nous d'aller vers un enjeu de sécurité ou de qualité, ça, je vous le confirme et je vous le garantis. Ce temps de 3 mois-là va nous permettre à nous de faire une réorganisation de fond, donc de compléter la réflexion pour qu'au bout du 3 mois, on soit capable de vous présenter, oui, réorganisation moyen-long terme, mais dans un objectif de maintenir l'ensemble de nos services à la population avec une composition au sein de nos équipes de travail qui sera différente, qui utilisera moins d'infirmières parce que oui, notre courbe démographique nous présente bien que dans les prochains mois, prochaines années, cet écart-là entre nos ressources disponibles et les besoins qu'on a dans l'organisation va se maintenir. Donc, c'est un rendez-vous qu'on aura à ce moment-là pour vous présenter là, les différents constats quant à l'organisation de nos services. Mais notre volonté est réellement de maintenir l'ensemble des services à la population, parfois de façon différente, mais on souhaite les maintenir partout sur le territoire. Donc, c'était l'essentiel de mes propos là, au début de cette conférence, Sarah. Merci beaucoup. Docteur Léger, vous êtes prêt à prendre la parole? Bien, bonjour tout le monde. Bon après-midi. Écoutez, dans le fond, mon message, c'est un petit peu, je vais faire du rebond sur ce que Mme Roy vient de vous dire. On a fait une priorisation des services, vous vous souvenez, avec l'ensemble de nos cliniciens, que ce soit via le département régional de médecine générale ou alors avec nos spécialistes via la table des chefs. Donc, on avait fait une vague consultation au cours des dernières semaines, puis on vous avait présenté lors du dernier briefing technique les services qui étaient considérés qu'on ne pouvait absolument pas fermer ou réduire même les activités. Donc, cet après-midi, ce que je veux un peu, c'est faire la suite de ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il y aurait certainement des services où la population serait redirigée. Donc, avant de vous présenter un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, les messages qu'on devrait absolument transmettre à la population qui auront à se réorienter. Je veux juste vous dire que pour tout le reste, autre que ce que je vais vous présenter en exemple dans les prochaines minutes, pour tout le reste, les patients doivent consulter comme ils le font d'habitude. Les usagers, qui que vous soyez, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire dans vos façons d'entrer en relation avec le réseau de la santé. Si vous avez déjà des rendez-vous de cédulés, vous allez à vos rendez-vous. Si vous avez l'habitude de communiquer directement avec tel intervenant, vous le faites encore. En fait, vous ne changez pas vos habitudes, sauf pour ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. C'est important parce qu'on ne peut pas vous expliquer tout ce qu'on a fait et toutes les trajectoires qu'on a révisées. Ça n'a pas d'importance pour vous puisqu'on vous assure que le service va vous être donné, sauf qu'il pourrait vous être donné par un professionnel différent que celui que vous avez l'habitude d'entrer en relation ou d'aller dans une installation différente que ce que vous auriez pu aller comme tel. Mais sachez que toutes les trajectoires qui ont été revues sont conçues pour ne pas avoir à vous envoyer à la salle d'urgence faute d'avoir un autre service. On a vraiment porté une attention particulière là, à cet aspect-là. Donc, tous les filets de sécurité ont été mis en place. On ne veut pas qu'il y ait des usagers qui tombent entre deux chaises.
Fait que ce dont je dois vous parler cet après-midi, puis que les gens, on va essayer de prendre le temps de bien comprendre le concept, c'est dans les points de service. Vous vous souvenez, ça fait partie des éléments pour aller chercher des ressources qu'on a besoin pour assurer nos services essentiels. C'est le personnel infirmier dans les points de service. Et ce n'est pas tous les services dans les points de service qui sont délestés, si je peux utiliser le terme, mais bien uniquement les prélèvements qui s'appellent les prises de sang, là, qui font office de laboratoire, là, mais que vous aviez accès pour pouvoir avoir vos prises de sang dans le point de service de votre localité, et les services de santé courante. Fait que si on pense aux services de soutien à domicile ou aux services que vous pouviez recevoir par un autre professionnel qu'une infirmière, eh bien, tout ça existe encore, là. Les points de service ne sont pas fermés. Il y a toujours des services qui sont donnés là, sauf les prélèvements sanguins et la santé courante. Puis ce n'est pas tous les points de service qui n'ont plus ces services-là, mais vous allez avoir ces informations-là qui vont être, ce sont des affiches par RLS. Je vais vous montrer un exemple dans les prochaines minutes. Et ces affiches-là vont être disponibles sur notre site web. Vous allez pouvoir vous y référer et y retourner régulièrement. Puis, il y aura probablement d'autres informations aussi qui vont apparaître sur le site web. Donc, ça va vraiment être notre moyen de communication principal, si je peux dire ainsi. Fait que, Caroline, est-ce que tu es en mesure de projeter une des affiches? Oui, je fais ça à l'instant. Bon, déjà orange, vous ne devriez pas la manquer. Alors, voyez-vous, donc vous avez deux éléments. Les 4 affiches sont faites sur le même modèle, prélèvement sanguin, service de santé courante. Puis, si on descend un petit peu l'affiche, vous allez voir, il y a aussi certains points de service avaient aussi une nutritionniste pour les usagers qui étaient diabétiques. Ce n'est pas tous les points de service qui offrent ce service-là, mais certains l'offraient. Fait que là, vous avez l'affiche qui parle d'Amos, donc des services des CLSC d'Amos. Donc, vous avez, sont toutes faites pareilles, là. Fait que ce soit pour Rouen, que Val-d'Or, La Sarre ou le Témiscamingue, vous avez les prélèvements sanguins. Et si vous avez l'habitude d'aller faire vos prises de sang au point de service, puis que vous alliez vous présenter dans les prochains jours, les prochaines semaines avec votre demande, votre ordonnance, bien, vous allez devoir communiquer avec Clic Santé sur le site de Clic Santé, que vous avez aussi l'accès sur notre site web ou par téléphone, au numéro de téléphone qui est là pour prendre un rendez-vous. Donc, les prélèvements sanguins, c'est par Clic Santé. C'est extrêmement facile avec Clic Santé. Vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, un enfant, un parent qui a plus d'habileté, mais vous allez voir 3 clics et vous allez obtenir votre rendez-vous. C'est vraiment très facile. Pour ce qui est des services courants, bien, c'est la même chose. Fait qu'on donne la date à laquelle ça débute. Et puis, par la suite, vous avez le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. Au lieu de prendre un rendez-vous dans votre point de service, là, ça va être ce numéro-là qui va vous répondre et puis qui vont vous dire, bien oui, vous devez vous présenter à tel endroit, telle date, et puis vous allez pouvoir avoir votre rendez-vous. Et c'est identique pour les usagers qui n'ont pas de médecin de famille, par exemple, qui sont diabétiques, puis qui veulent avoir un rendez-vous avec la nutritionniste. Eh bien, vous avez les coordonnées en bas. Donc, toutes les affiches sont faites sur le même modèle. Et je vous dirais, de toute cette réorganisation-là que nous avons faite, ce sont les seules informations auxquelles vous devez vous référer pour bien vous diriger. Puis ceux qui sont déjà dans le système, c'est-à-dire que vous avez déjà un rendez-vous de prévu en santé courante, demain, après-demain, ou non, plutôt après la date que ça va débuter. Et puis vous avez aussi un rendez-vous de prix pour vos prises de sang. Bien, c'est notre personnel qui va communiquer avec vous, puis qui va s'occuper de vous pour
vous dire où vous devez aller. Fait que tous ceux qui ont déjà des rendez-vous, vous n'avez rien à faire. Vous vous laissez aller, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous et nous, on va vous diriger au bon endroit, puis on va vous donner votre prochain rendez-vous là où il devrait être si votre rendez-vous est après la date à laquelle le personnel ne sera plus sur place. Donc, bon an, mal an, je vous dirais que c'est la seule information. Pour tout le reste, là, peu importe là, à quoi vous pensez ou vous pourriez penser qu'on aurait pu changer la trajectoire, au moment où vous aurez besoin de recevoir le service, il y a quelqu'un qui va vous dire où vous allez pouvoir obtenir votre service ou qui va vous accompagner pour obtenir le rendez-vous en question. Donc, je vous dirais que c'est un peu l'essentiel qu'il faut comprendre. On essaie de le simplifier le plus possible pour pas que les gens se posent trop de questions. Puis, je vais reprendre ce que je vous disais quand je vous parlais des ruptures de service, puis que je vous disais, présentez-vous comme d'habitude dans les services, et c'est nous qui allons vous prendre en charge. Puis, si on a besoin de vous transférer à quelque part, eh bien, c'est nous qui allons le faire parce qu'on veut vous voir, on veut vous évaluer. Alors, dans cette réorganisation-là, c'est exactement la même chose, sauf les prélèvements sanguins dans les points de service et la santé courante dans les points de service des petites localités. Alors, vous avez juste à consulter sur notre site web ces affiches-là, puis vous allez avoir l'essentiel de l'information que vous devez savoir dans toute cette réorganisation-là que nous avons faite. Fait que merci beaucoup. Merci, Dr. Léger. J'invite maintenant Dr. Boutet à compléter l'information transmise jusqu'à présent. Alors, bonjour, bon après-midi. Écoutez, moi, je suis chef du département de le DRMG, qui est le département régional de médecine générale. J'ai participé à beaucoup de réunions pour ces choix-là qui ont été pour les cliniciens, autant spécialistes que médecins de famille, déchirants, douloureux. Il faut comprendre qu'il nous manque d'infirmières, il nous en manque 160. Malgré toute la réorganisation, on en a l'équivalent de 50 qu'on peut rétribuer. Ce qu'il faut comprendre dans ces choix-là, comme clinicien, c'est qu'on avait le choix de dire est-ce qu'on garde une activité dans un point de service ou on réaffecte une infirmière pour s'assurer que les traitements de chimiothérapie se font, s'assurer que les chirurgies importantes, donc des chirurgies que je dirais vitales, les cancers du sein, cancers de l'intestin, toutes ces chirurgies-là ne peuvent pas être reportées, qu'on puisse les faire pour éviter que ces gens-là vivent une situation qui est difficile. C'est cette raison-là qui a motivé principalement au niveau clinique, la priorisation de dire, bien là, qu'est-ce qu'on se doit? Est-ce qu'on peut maintenir toutes les activités? Non, on n'a pas assez de personnel. De notre côté, à partir de là, quelle est la meilleure des avenues? C'est là qu'il y a eu beaucoup de discussions à savoir, est-ce qu'on retarde un traitement de chimiothérapie? Ça a été non. Est-ce qu'on retarde une chirurgie pour un cancer de l'intestin? Ça a été non. Fait que c'est de même, cas par cas, et département par département, qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de maintenir le mieux possible cet état de situation-là. Donc, l'accessibilité va demeurer en première ligne, mais ça va être différent. Vous comprenez que si on a moins d'infirmières en GMF pour faire le triage des messages, des suivis de maladies chroniques, les médecins ne pourront pas être à deux places en même temps parce qu'il ne faut pas oublier que les médecins de famille travaillent quand même à l'urgence, au CHSLD, travaillent en GMF, travaillent en obstétrique, font la tournée des patients admis. Ils ne peuvent pas être tout partout. Mais on va essayer de trouver des façons de faire pour que la population puisse avoir accès à une approche qu'on appelle populationnelle. Donc, ce qu'il faut comprendre pour la population en général, c'est que les services sont encore présents. C'est peut-être un petit peu moins rapide, mais il y a un souci de la part des médecins de famille de garder l'accessibilité populationnelle pour pas que les gens tombent entre deux chaises. Donc, c'est le message, c'est on a des choix qui ont été déchirants, douloureux, mais on le fait pour s'assurer que la population la plus vulnérable en termes de soins de santé puisse bénéficier d'aucun retard pour pouvoir vraiment avoir accès à des services importants. Il ne faut pas oublier que je félicite aussi la population pour l'implication qu'ils ont eue dans le respect des mesures de distanciation, port du masque. Si on regarde, là, on peut être fier pour l'Abitibi d'avoir quand même eu une population qui a été quand même, je pense, assez diligente pour respecter ça. Et puis, une chance parce que si on avait des éclosions majeures avec la pénurie qu'on a en termes de personnel infirmier puis la fragilité de l'équipe médicale, ce ne serait pas drôle. Fait qu'on se doit de protéger nos patients les plus vulnérables, leur offrir les soins les plus rapides. Puis il faut comprendre que temporairement, pour la population, bien, on a mis des priorités. Ils peuvent être discutables, mais on les a fait vraiment en équipe avec tous les spécialistes, tous les médecins, pour vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui était le moins
je dirais, dangereux pour notre population. Donc, il reste quand même que les gens peuvent se référer quand même à l'auto-soin. Les urgences continuent d'être ouvertes. Les GMF continuent d'être ouverts. Vous pouvez appeler. Il faut juste faire preuve de peut-être un petit peu plus de compréhension que le médecin ne peut peut-être pas répondre aussi rapidement que là parce qu'il y a d'autres tâches à lesquelles il est dédié. Mais l'important, c'est qu'on n'abandonne pas la population loin de là. On se veut vraiment s'assurer que les gens aient les meilleurs soins. Puis le message qu'on veut, c'est que nos clientèles avec hémodialyse, cancer, en attente de chirurgie orthopédique avec beaucoup de douleur, mais puissent être rapidement pris en charge et ne pas être délestés comme ce qu'on a vécu durant la première vague. C'est un choix qu'on a fait tout ensemble pour s'assurer d'un bon équilibre qui peut être discutable, mais on pense que c'est la meilleure approche qu'on peut offrir à toute notre population dans les circonstances actuelles qu'on vit, qui ne sont pas des circonstances normales. C'est un peu les propos que j'avais pour ce qui est de la première ligne et des choix qu'on a fait pour prioriser ces choix-là avec certaines mobilités de la part des infirmières pour s'assurer qu'il n'y ait pas de découverture. Et voilà. Merci. Merci. Caroline Roy, je vous laisserai compléter et clore le briefing technique, s'il vous plaît. Bien oui, en fait, puis je vais vraiment compléter les propos là, qui ont déjà été dits en mentionnant que pour nous, puis l'ensemble des équipes, à la fois les équipes médicales, les équipes cliniques, les infirmières elles-mêmes, puis les équipes d'organisation, ce qu'on a à cœur quand on est dans le réseau de la santé et services sociaux, c'est contribuer à la santé, au mieux-être de la population. Puis c'est avec cette ligne directrice-là qu'on a réalisé la réorganisation. Donc, d'offrir les services à la population, on est là pour ça, c'est notre mission première. Puis c'est sûr que toute la réorganisation qu'on fait et pour laquelle on se dit qu'en cours de route, en fonction de ce qu'on va constater du comportement de la population, des impacts qu'il va y avoir, évidemment, on va se permettre de se réajuster, mais un réajustement qui va devoir tenir compte de la contrainte de disponibilité des infirmières qu'on a au sein de notre organisation, évidemment. Donc, toujours avec les choix là, tels qu'ils vous ont été présentés. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ce 3 mois-là qui est devant nous nous permet de réfléchir de nouveau, de regarder certaines réorganisations qu'on planifie, mais qui prennent un peu plus de temps à mettre en place. On ne pouvait pas se donner ce temps-là avant de faire une complète réorganisation dans 3-4 mois parce que les points de rupture dont je vous ai parlé il y a quelques instants et que Dr Boutet a réitéré aussi, c'est maintenant qu'on les vit. De semaine en semaine, actuellement, on est dans des points de rupture de service qu'on ne veut pas vivre, donc on devait agir maintenant. Mais vraiment, là, notre objectif est toujours d'offrir les meilleurs services à la population et de la façon la plus adaptée à notre population et nos réalités locales qu'on connaît très bien. Grand territoire, faible densité de population, beaucoup de milieux ruraux. Donc, c'est vraiment ce qui a guidé nos choix. Évidemment, j'en profite aussi pour dire qu'à chaque fois que je présente la réorganisation, puis à chaque fois que je présente les différentes solutions qu'on peut mettre en place, je sollicite la communauté, je sollicite les partenaires. Si vous avez des solutions, s'il y a des solutions auxquelles tout le monde on peut contribuer pour avoir le moindre impact sur notre population, puis soit favoriser un meilleur recrutement, soit favoriser différentes actions qui pourraient faire en sorte que ça a un moindre impact parce que c'est des partenaires différents que ceux du réseau qui peuvent peut-être faire contribuer à l'offre de services en santé et services sociaux, comme c'est déjà le cas au sein de notre organisation ou en partenariat avec notre organisation. On va toujours être les premiers collaborateurs à toutes les démarches de solutions. Donc, je vous remercie, puis évidemment, on est disponible pour répondre à vos questions. Merci. Il y a déjà une question. Je vais vous lire la première question qui est entrée dans la zone de clavardage par M. Guindon. Alors, je vais la traiter en 2 blocs. Si je comprends bien, ces infirmières seront mobilisées dans d'autres services. Qu'est-ce que ça implique pour elles au niveau de leur horaire de travail, de la formation, de l'encadrement? Est-ce que les infirmières de GMF seront aussi redirigées? Bien, je peux répondre à ces 2 premiers blocs. Effectivement, la démarche de réorganisation, l'objectif était réellement de pouvoir mobiliser une certaine quantité d'infirmières qu'on a à travers différents services en région vers nos services les plus essentiels pour les préserver et les maintenir et ne plus être en point de rupture. C'est environ 50 infirmières que cela concerne. Donc, à la grandeur de la région, c'est 50 infirmières à qui on a demandé une contribution vers un autre service. Toute cette démarche-là s'est faite en partenariat avec leurs représentants syndicaux qui est la FIC au sein de notre organisation. Puis, selon une entente, puis une modalité, là, on leur a offert des affectations et évidemment, on les accompagne dans l'accueil puis dans la transition.
Lorsque c'est requis, oui, il y a de l'orientation, de la formation qui est offerte à l'infirmière. Parfois, c'est des gens qui étaient déjà formés, orientés dans le secteur visé. Puis, on s'assure également que l'accueil et le changement, l'accompagnement dans la gestion de changement soit fait tout au long de la période de 3 mois. Le service receveur, je vais l'appeler comme ça, là, celui qui accueille la nouvelle personne, bien, pour eux, c'est une très belle nouvelle. Puis, on a des échos là, à dire, même des équipes médicales, des infirmières et des autres membres de l'équipe, à dire oui, oui, vous pouvez être certain qu'on va bien l'accueillir parce qu'on a vraiment hâte qu'elle arrive puis elle va nous donner un bon coup de main. Au niveau des horaires de travail, il se peut que ça apporte des changements dans l'horaire de travail de la personne. Ça fait partie là, de l'organisation de service des différents services. Ce n'est pas toujours le cas, mais oui, c'est une possibilité. Sinon, au niveau des infirmières de GMF, oui, certaines infirmières de GMF seront également là, mobilisées, donc ne seront plus affectées dans le GMF, mais vont plutôt être affectées à d'autres services au sein de l'organisation. Merci. Avant de retourner dans la zone de clavardage, je laisserai Annie-Claude Luneau adresser sa question. Oui, bonjour à tous. Si mes calculs sont bons, c'est donc au-dessus d'une trentaine de points de service dans les milieux ruraux où on va diminuer là, les services infirmiers, voire complètement là, pour ce qui est des services infirmiers. Vous évaluez à combien de personnes en tout dans la région qui utilisaient ces services-là? Et même si on dit vouloir s'assurer qu'on ne perdra personne, finalement, il y a quand même des gens là-dedans démunis qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas se déplacer. On est en pleine pandémie, ils ne peuvent pas nécessairement faire du covoiturage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens qu'on risque de perdre là, jusqu'à un certain point? Quant au nombre de points de service CLSC, je n'ai pas fait le calcul exactement, mais oui, je ne serais pas étonnée qu'on soit autour d'une trentaine, là, sachant qu'on en a 43 au total dans la région, puis ce n'est pas tous les points de service qui sont visés. Le nombre d'usagers comme tel qui utilisent présentement de façon régulière les services dans chacun de ces points de service-là, je n'ai pas l'information moi-même. Les équipes, elles, qui ont fait l'évaluation, la mesure d'impact et qui contactent ces gens-là, évidemment, ont toute cette information-là. Puis, de perdre les individus, pas ceux qui sont en suivi actuellement. Comme Dr Léger l'a mentionné, les personnes qui sont en suivi régulier pour soit leur prise de sang, soit pour un autre service en santé courant dans leur point de service CLSC seront contactées. On va leur mentionner votre rendez-vous qui était telle date n'aura pas lieu au point de service à tel endroit. Par contre, vous devez vous présenter à tel autre endroit ou contacter telle personne, puis le suivi va être assuré. Donc, ceux qui sont déjà en suivi régulier vont être accompagnés, vont avoir l'information, puis ça, c'était très important pour nous. Une personne qui habite dans un milieu rural, puis qui a besoin de faire sa prise de sang parce qu'elle a eu un rendez-vous avec le médecin, puis elle a maintenant une requête, bien, à ce moment-là, cette personne-là, maintenant, plutôt que de prendre rendez-vous avec son point de service CLSC ou de se présenter aux heures qu'elle connaissait parce que le lundi matin, l'infirmière était toujours là, bien, maintenant, cette personne-là va devoir contacter un autre point de service dans la ville-centre de chacune des MRC pour prendre le rendez-vous directement. Quant aux personnes qui peuvent être dans une situation de vulnérabilité, les personnes en grande vulnérabilité au niveau de leur état de santé, dans chacune des municipalités où on avait effectivement un point de service rural et où cette personne-là pouvait bénéficier d'un certain service, on en a identifié quelques-uns qu'on va inscrire temporairement au service de soutien à domicile. Parce qu'effectivement, ça pouvait être possible, de par la condition de santé de la personne, de se présenter au CLSC qui est au coin de la rue, mais de se présenter au CLSC qui est beaucoup plus loin, ça se peut que la condition de santé ne le permette pas. Donc, à ce moment-là, on va offrir le service à la maison pour la période de la réorganisation. Pour la question du transport, on est bien conscient, que ce soit pour les services de santé ou même d'autres services. On le sait que dans certains milieux ruraux, là, c'est une difficulté puis un enjeu de ce niveau-là. On a déjà des discussions avec les municipalités, avec les différents élus dans les territoires des MRC pour regarder quelles peuvent être les différentes solutions. Puis, il y en a différentes solutions selon les territoires qui peuvent être mises en place, mais pour faciliter là, la réalité de favoriser un transport à partir des municipalités rurales. Merci. Je retourne à la zone de clavardage. Je crois que la question concernant le transport vient d'être répondue par Mme Roy. Il y a une autre question. Quelle différence y a-t-il entre cette annonce et celle faite il y a environ 2 semaines?
Bien, je peux y aller aussi. En fait, c'est dans la précision de l'information. On vous l'avait dit il y a 2 semaines, voici la démarche qu'on amorce, voici pourquoi on le fait, voici la séquence qui va être réalisée. Mais à ce moment-là, on n'avait pas la précision dans qu'est-ce qui pourrait s'actualiser et quel impact ça aurait sur la population. Aujourd'hui, on est capable de vous informer concrètement sur quels sont les services concernés. Comme Dr Léger vous l'a mentionné, pour la population, vous vous présentez tel qu'à l'habitude au point d'accès, au point de service, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les différents lieux pour vous accueillir, pour avoir accès à vos services de santé, services sociaux. Outre ce qu'on vous a montré sous forme de fiche, qui sera diffusé largement aussi à la population. Donc, pour s'assurer que pour ces éléments-là, oui, il y a une différence là, et qui concerne exclusivement les éléments présentés par Dr Léger. Craignez-vous des départs au niveau d'infirmières parce que vous dites que certaines vont recevoir des formations selon le service qui vont être replacées. Craignez-vous que certaines infirmières décident tout simplement de quitter soit pour le privé ou de changer de carrière tout simplement en disant c'est un peu trop ou la goutte qui fait déborder le vase pour moi, c'est la raison que je quitte. Craignez-vous ces départs? Bien, en fait, il y a 2 réalités qu'on vit actuellement. Il y a les services essentiels qui sont à des points de rupture qui, pour elles, si on ne leur apporte pas un soutien rapidement, on a un grand risque de départ et le plus grand risque, il est là, effectivement, parce que c'est elles qui sont épuisées, qui font jusqu'à du 24 % de temps supplémentaire actuellement. Le grand risque, il est là. Pour celles qu'on mobilise vers les services essentiels, on les accompagne. Je vous dirais qu'on a l'actualisation, elle est complétée actuellement à Ville-Marie. Pour Ville-Marie, ça concernait 9 infirmières à qui on a demandé de contribuer pendant une période de 3 mois dans un autre service. Les infirmières, quand elles constatent l'information à l'effet de, on est dans un grand enjeu de main-d'œuvre avec les chiffres que je vous ai présentés, avec aussi le fait que c'est leurs collègues qu'elles voient faire du temps supplémentaire puis qu'elles voient être épuisées semaine après semaine et depuis des mois, elles comprennent la réalité, elles comprennent pourquoi on le demande, elles comprennent aussi que c'est pour une période temporaire puis qu'elles ont la compétence pour contribuer différemment. Maintenant, le grand défi, c'est de les accompagner pour que cette gestion de changement-là se fasse bien, que la transition se fasse bien et qu'elles soient bien accueillies dans leur nouvelle équipe de travail et qu'elles se sentent compétentes. Au niveau des 9 infirmières à Ville-Marie, il n'y en a aucune qui a quitté dans un contexte de dire « je quitte parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase ». Présentement, il y en a une qui n'a pas pu être affectée où elle l'aurait dû. C'est pour des conditions tout autres là, que de dire la goutte a débordé le vase ou j'ai préféré quitter. Là. Donc, on a nos 9 infirmières qui, effectivement, étaient dans une période où elles font la transition et 8 maintenant sont déjà affectées à leur nouvelle fonction. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oh, allez-y. Oui, j'aurais peut-être une autre question, si possible. Vous continuez de parler du 3 mois puis de la période temporaire. On s'entend, il n'y a pas 160 infirmières qui vont tomber du ciel d'ici les 3 prochains mois. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire avaler la pilule, de dire que c'est temporaire, mais qu'au fond, il n'y aura pas plus de solutions dans 3 mois? Là? Ça va être des solutions différentes. Parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas 160 infirmières, puis je vous ai parlé du 50 infirmières qu'on mobilise vers les services essentiels, mais en fait, les besoins pour consolider l'ensemble de nos équipes stables pour essentiellement là, nos services critiques, c'est entre 70 et 80 qu'on aurait eu besoin. On a réussi dans l'exercice, avec les choix qu'on était prêts à faire, à en mobiliser 50. Ce 3 mois-là va permettre peut-être de faire des choix différents ou de réorganiser certaines équipes de travail sur un temps qui était un peu plus long que le temps qu'on avait pour mettre en place la réorganisation actuellement. Donc, des choix différents, des actions à l'interne qu'on peut faire aussi différemment pour faire en sorte qu'on va s'ajuster dans le 3 mois, mais qu'à la fin du 3 mois, on va revenir avec une réorganisation, avec, je l'espère, encore un moindre impact à la population. Donc, non, il n'y aura pas de nouvelles infirmières, mais il va probablement y avoir de nouvelles solutions. À l'interne, on en a quelques-unes des solutions, c'est vrai, qui vont se mettre en application dans 3 mois, mais quand je mentionnais tantôt que je sollicite les communautés, je sollicite les partenaires, si vous avez des solutions qui peuvent être soit à court terme ou même à moyen terme, qui peuvent contribuer,
parfois dans des entreprises, il y en a des infirmières qui pourraient dire, bien moi j'ai quelques heures effectivement par semaine que je pourrais donner là, pour m'assurer de maintenir les services à notre population ou maintenir les services à ma communauté. Bien, c'est peut-être des choses qu'on peut explorer puis qui font en sorte que les prochains mois puis prochaines années, parce qu'on en a encore pour quelques années à avoir une courbe démographique qui joue contre nous, bien, ça va nous aider tous ensemble à préserver les services à la population. La courbe démographique fait en sorte que ça va être environ en 2026 où on va avoir des jeunes de 15-19 ans là, en quantité qui va être comparable à ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Sinon, c'est vraiment un creux qu'on vit actuellement. Donc, en connaissant cette réalité-là, bien là, il faut laisser aller toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour, oui, faire du recrutement, favoriser des conditions, faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants qui s'inscrivent à la technique infirmière, qui vont terminer dans 3 ans. 3 ans, ça va quand même assez vite. Cette année, c'est 20 étudiants de moins qui sont inscrits à la technique en soins infirmiers. Si l'an prochain, on peut en avoir 40, 60 de plus, ce sera déjà ça qu'on aura dans 3 ans. Donc, c'est plusieurs solutions qu'il faut mettre en place là, à moyen et long terme. Mais pour le 3 mois, je peux vous garantir que notre chantier n'est pas fini au niveau du travail au sein des équipes parce qu'on est bien conscient de l'impact que ça a, particulièrement quand vous parlez des points de service CLSC au niveau de la population en milieu rural, puis de l'accès aussi là, qui sera différent à certains services au sein de notre organisation. Toute précision, quand vous parlez de 50 infirmières touchées, est-ce que ça inclut les 9 de Ville-Marie et du Témiscamingue? C'est en plus des 9. Merci de poser la question. Là, effectivement, au total, c'est environ une soixantaine. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais oui, c'est environ 60 infirmières pour l'ensemble de la région. Bien, merci. Peut-être que vous avez d'autres questions. Je vous inviterai à les mettre de côté. On passerait au point de presse qui concerne la COVID, l'état de situation sur la COVID-19. Puis suite à ce point de presse-là, vous pourriez avoir le temps d'adresser les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser pour ce point de presse-ci. Alors, si ça vous convient, on pourrait se débrancher et aller sur le prochain lien Zoom pour la prochaine activité. Merci. On se reconnecte.